Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Ici Sophia Zito dans les studios coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent et je vous accompagne pour la prochaine heure alors que je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Notre invitée cette semaine est comptable et fiscaliste graduée des HEC. Elle a également détient le titre de IASA de l'École de management Rotman. Auparavant, elle a travaillé comme DG dans le département des opérations et de la fiscalité pour une grande entreprise québécoise. Par la suite, elle s'est réorientée vers l'immobilier commercial où elle a représenté les intérêts de PME locales et de multinationales, en plus de co-détenir une entreprise de gestion immobilière personnelle. Elle a également une très longue feuille de route en philanthropie, tout particulièrement auprès de l'hôpital Sainte-Justine, où est-ce qu'elle œuvre comme bénévole depuis plus de 23 ans, mais vous la connaissez certainement pour son rôle de députée de Bertrand et comme ministre responsable de l'habitation. France-Hélène Duranceau, bienvenue à Intention Inc. Merci, Sophia. Là, c'est très difficile de résumer le parcours de quelqu'un qui a une longue feuille de route, surtout en quelques secondes. Puis en plus, on pense qu'on connaît des choses de toi, mais moi, j'aimerais bien que toi, tu nous parles de qui tu es. C'est qui France-Hélène Duranceau? C'est qui France-Hélène Duranceau? Bien, écoute, je pense que tu as bien résumé sur le plan technique, là, c'est ça. Je suis une comptable de formation, puis j'ai fait une maîtrise en fiscalité. Puis, j'ai travaillé j'ai commencé ma carrière dans un bureau de comptable. Après ça, dans une grande entreprise où j'étais en charge du département de fiscalité. Et puis, j'ai bifurqué, comme tu le mentionnais par la suite, vers l'immobilier commercial, là, avec des grandes entreprises ou des PME. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Bien, moi, c'est le côté... Au départ, la fiscalité, tout le monde a besoin d'un médecin, tout le monde a besoin d'un fiscaliste. Donc, c'était ça. C'était l'aspect un peu incontournable du comptable fiscaliste. Dans ta famille, il y a des médecins. Bien, c'est pour ça que toi... J'ai un père médecin. Alors là, c'est quoi ton plan, toi, France-Hélène? Donc, okay. Ça prenait quelque chose où, beau temps, mauvais temps, j'avais un plan, j'avais un filet de sécurité, puis j'étais capable de travailler puis gagner ma vie. Donc, c'est ça. Ça a été ça, le cheminement en comptabilité puis en fiscalité. Mais c'est aride, la fiscalité. Puis il y a des gens qui me disent, toi, tu es la seule fiscaliste que je connais qui n'a pas la personnalité qui va avec sa job. Avec les fiscalistes. Oui, c'est ça. Alors là, à un moment donné, j'ai bifurqué vers d'autres choses, le domaine de l'immobilier commercial. Puis ça, c'est très relationnel. Qui tu connais, puis comment tu es capable de faire avancer les dossiers. Puis j'aimais beaucoup ça. Mais... Tu es une personne de relation. Oui. Tu as toujours... t'aimes ça être avec les gens. J'aime ça être avec les gens, puis je te dirais qu'en parallèle... Donc ça, c'était mon côté professionnel. Puis en parallèle du côté professionnel, puis tu le sais, on s'est connus comme ça d'ailleurs, il y a eu toute mon implication philanthropique, principalement avec la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Ça a été 25 ans, là, sans arrêt. J'ai arrêté mon implication officielle au conseil d'administration ou à l'organisation d'événements quand je suis entrée en politique. Mais quand je prends un peu de recul face à tout ça, ce qui m'a apporté le plus humainement, puis c'était professionnellement, mais humainement, je pense, c'est cette implication-là à Sainte-Justine pour ce qu'on réalisait comme... Oui, comme travail. On là, était très jeunes. On comme était jeunes. On n'avait pas d'enfants. 23 ans, là, c'est ça. Exactement. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de jeunes, les cercles des jeunes leaders. Je pense que ça s'appelle encore aujourd'hui à Sainte-Justine. Est-ce qu'ils ont changé le nom? Le nom a changé. Le nom m'échappe. Ou les jeunes ambassadeurs, mais il n'y avait pas de fondation qui impliquait vraiment les jeunes. On a été les premiers à faire ça. À mobiliser la communauté de jeunes dans un objectif philanthropique d'amasser des sous puis de redonner à une cause. Oui. Je me souviens, la logique derrière ça, on se dit, c'est que si on adopte cette cause-là jeune, ça risque d'être une cause qu'on garde pas mal pour la vie. Effectivement, on était la pépinière pour s'assurer qu'il y avait une relève philanthropique pour l'institution. Puis je trouve qu'à travers ça, les amitiés que je me suis faites, dont toi, puis on a plusieurs amis par ailleurs, tu sais, des gens qui étaient autour de la table pour les bonnes raisons, pour s'investir, pour redonner,
Puis on a bâti des grandes choses, là. Il y avait beaucoup on va parler d'entrepreneuriat un peu plus tard, là, mais il y avait beaucoup d'entrepreneuriat là-dedans. Oui. Là. On ne savait pas. Je pense qu'on ne se posait pas les questions, mais je pense que tu amènes un terme qui est important. On le faisait pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses. Mais tu sais, c'était dans le plaisir. On avait dit, on va rejoindre les jeunes autour des thèmes, comme au départ, juste faire un party sur le Mont-Royal. Mais la raison, en bout de ligne, on avait acheté un équipement pour la néonatologie. Puis nous, on était très... incubateur de transport. Exact. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour les bonnes raisons, sans... On faisait des actions sans trop y penser. Puis je pense que ça se retrouve dans ton cheminement. Mais je te laisse pas aller là-dessus tout de suite parce que on voulait quand même te connaître plus aussi. Donc, tu as la passion pour la philanthropie. Puis tu es une fille qui a de l'énergie, France-Hélène. Tu sais, quelqu'un qui te côtoie, tu as des passions aussi. Tu es une sportive, parce que peut-être les gens ne savent pas de toi. Depuis toujours, également. Est-ce que ça te permet de garder ton équilibre? C'est-tu là que tu... Bien, je pense que énergie? Oui. Depuis toujours, oui. Oui, le ski, le golf, la course à pied, là. Je suis très contente de mon demi-marathon il y a quelques semaines. C'était sur ma liste avant 50 ans, donc c'est fait. Mais je pense que oui, ça permet de garder un équilibre. C'est une belle façon de voyager. C'est une belle façon de côtoyer des gens, des amis aussi. Fait que ça a été, pour moi, ça prend du sport dans une journée, là, sinon... D'un équilibre. Tu es une femme de famille aussi, avec ton ça, conjoint. avec mon mari depuis plus de 20 ans. 2 beaux enfants. 2 beaux enfants, bonne santé, on touche du bois toujours. Toujours. Donc, oui. Puis, je sais pas, je fais les choses assez, je pense, instinctivement ou c'est assez fluide, mais c'est toujours avec les gens, je pense. C'est là où le côté relationnel. Où j'ai le plus de plaisir. Mais justement, avec les gens, là, donc tu t'es réorientée, tu es allée vers le courtage immobilier. Tu avais une super bonne commerciale. Commerciale. Je tiens à dire. Oui, effectivement. C'était les PME, les multinationales. Là, ça va bien, tes affaires. Il n'y a aucune raison pourquoi tu ferais le saut en politique. Donc, qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire le saut en politique? Ça allait bien, mes affaires. C'est une question qui se pose, parce que c'est ingrat. D'ailleurs, on appelle ça l'arène politique. Tu sais, gladiateur, arène, il y a quand même... C'est peut-être pas un hasard que ça s'appelle une arène politique. Bien, j'ai beaucoup hésité. Premièrement, j'ai toujours été impliquée. OK, Sainte-Justine, c'était une chose. À l'école, aux Marcellines, quand j'étais au secondaire, j'ai été présidente de ma classe, présidente de l'école. Il y a toujours eu constamment une implication puis un désir de mêler de ce qui se passe, de mêler de ce qui se passe pour faire... pour influencer, pour faire avancer les choses comme avec la vision que j'avais. Puis je ne détiens pas la vérité, mais généralement avec un groupe de gens bien intentionnés tu peux qui faire travaillent. Avancer les choses. Bien, c'est ça. Alors, tu es dans l'action. Ça, je suis dans l'action, puis c'est ce qui m'apportait beaucoup de satisfaction, mais aussi je voyais que ça donnait des résultats. Alors oui, ça allait bien, puis tu sais, le changement de la comptabilité puis de la fiscalité à l'immobilier, ça n'a pas été facile, là. Certainement. Moi, je suis arrivée dans ce domaine-là. Les gens me regardaient et me disaient « T'as jamais fait ça. T'es même pas un broker. » je me souviens quand Mais je dis « OK, je suis peut-être pas un broker, comme tu dis, mais je suis comptable, je suis fiscaliste, j'ai 20 ans d'expérience. J'ai sûrement dû apprendre quelque chose pendant ces années-là. Là. Donc, c'était des compétences transversales. Pour moi, ça faisait aucun doute. Mais il a quand même fallu que je fasse mes preuves. Je les avais faites. Tu sais, je suis restée dans ce domaine-là à peu près 6-7 ans. Mais je reviens au côté humain, changer les choses. Ça te manquait? Il y avait un petit bout du travail en immobilier qui rejoignait pas ça autant. Puis j'avais toujours dit un jour, je vais y aller en politique. OK. C'est quelque chose que tu avais toujours... Oui, parce que moi, les gens qui chicanent dans leur salon puis qui changent rien, ils ont le droit de chicaner dans leur salon. Mais moi, je chicane dans mon salon, puis après ça, je dis, mais moi, je pense qu'est-ce que je peux faire? C'est facile de critiquer quand tu n'organises pas. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu t'impliques, que ça soit au bénévolat au coin de chez toi, une popote roulante, etc. Mais si chacun s'implique, on va changer les choses. C'est facile de changer. Tu ne changes pas rien quand tu fais juste... Non, puis toutes les implications sont bonnes. Toutes.
Je le vois là, quand je suis en circonscription avec les gens. C'est fou le filet social ou le filet communautaire qu'on a de bénévoles qui comme tu mentionnes, là, une popote roulante, donc des plats préparés pour aller porter à la maison, des friperies, il y a plein de choses pour aider son prochain. Puis chacun à la hauteur premièrement, de ses intérêts, de ses capacités, on avait déjà parlé, ma mère qui était impliquée auprès de jeunes mères. Des femmes en difficulté, puis c'était un organisme qui était dans les Basses-Laurentides, pour lequel je me suis impliquée grâce à ta mère un peu, qui aidait vraiment, c'est des familles dans le besoin, surtout les mères en situation de vulnérabilité. Puis en aidant les mères, ça aidait par la bande les enfants. On faisait des collectes de vêtements et de jouets pour aider. Puis l'action était vraiment directe. C'est ça. Puis ma mère, ce qu'elle aimait, c'est aller s'occuper des petits-enfants pendant que les mères étaient prises en charge puis étaient coachées pour différentes choses. Puis moi, mon implication, c'était plus de ramasser de l'argent pour Sainte-Justine puis de la levée de fonds. Alors, selon nos personnalités à chacune. Alors, tout ça pour dire que là, approche une campagne électorale et, mon nom circule un peu, mais surtout dire, écoute, t'as peut-être une belle opportunité, il y avait un peu une tempête pour toi. C'est ça. Et puis, je me suis dit, c'est un peu tôt, là, avec tout le temps que j'avais investi du côté immobilier. Mais je dis, garde, pourquoi? Après réflexion, ça a pris plusieurs mois, puis tout ce qui m'est arrivé, je l'appréhendais. J'avais peur de ça, là, moi. Là, les médias, ça me stressait, puis comme de fait, j'ai goûté, là. Donc, tu pensais pas que ça allait être autant, par contre. Mais ça, on pourra y revenir. Je pense pas qu'on peut s'attendre. Non, ça, c'est vraiment... oui, OK. Mais donc, ça a été long. Ça a été long parce que tu réfléchis. Bon, il y a l'aspect médiatique de la chose. Ton travail est public. Donc, c'est pas une évaluation 2 fois par année. C'est chaque jour en chambre, chaque jour dans les médias. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. C'est surtout impossible d'avancer entre le lundi puis le mardi. Donc, des choses que... La crise du logement était là avant que tu arrives, puis malheureusement, elle va être là après. Tu peux améliorer les choses, mais il faut le dire, surtout des logements, c'est quelque chose qui se travaille de fond. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais c'est utopique de penser. C'est toujours bien en 30 mois. Exactement. Là, s'il y avait quelque chose qui est long, là, c'est du logement. Donc, puis cette crise-là, elle se profilait depuis des années. Donc, tu as comme hérité un peu d'une patate chaude. Là, puis je le dis sans le fait, outre le fait qu'on se connaît, je le pense sincèrement là, que c'était une patate chaude. Mais bon, ça, on va y revenir en deuxième partie de l'émission. Donc, c'est ça. J'ai décidé de faire le saut. Il y avait l'impact sur ma famille aussi qui me préoccupait beaucoup. Mais mes enfants sont plus vieux. 17 ans, 19 ans. Ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur devoir. Étaient-tu contents que tu fasses le saut? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit au début? Ils étaient contents, curieux un peu. Peu dérangés par ça. Puis mon fils, toujours très pragmatique, il dit « Maman, on n'a même pas le même nom. » Donc, ils n'ont pas le même nom de famille, donc ils ne sont pas la cible de quoi que ce soit. Si tu as lancé des tomates, moi, j'en savais pas. C'est ça. Donc, ça, c'était un peu drôle quand il m'a répondu ça. Non, puis mon mari, lui, était moins emballé pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais ceci dit, moi, je vis somme toute bien avec toute cette décision-là. Je pense que j'ai vraiment... Oui, elle a été réfléchie. J'ai vraiment l'impression, sincèrement, que je suis en train de changer beaucoup de choses. Et puis, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas fini au terme du mandat, mais je sais que je vais avoir influencé les choses le temps que j'aurais été là. Okay. C'est quoi que tu voudrais changer? Comme là, parce que là, tu m'ouvres la porte. Là, c'est changer les choses. Est-ce que tu avais déjà une idée? Là, tu fais le saut en politique, mais est-ce que tu savais déjà, comme moi, si je veux changer une chose, c'est ça? Je m'en vais là, puis c'est ça que je me donne comme mandat. Je ne savais pas encore ce que je voulais changer, mais pour moi, c'était important d'hériter d'un mandat qui était en lien avec mes compétences. Puis mes compétences sont comptables, sont fiscales, puis sont en immobilier, puis en gestion. Donc, pas de surprise que tu aies hérité de l'habitation. Non, le premier ministre a demandé à tous ses élus, au terme de l'élection, écrivez-moi ce qui vous intéresse comme mandat. Puis, moi, j'ai dit, c'est les infrastructures ou c'est l'habitation, parce que c'était directement lié à
ce dans quoi j'ai étudié, là où j'avais les compétences. Puis je pense que c'est important. C'est la plus grosse entreprise, le gouvernement. C'est la plus grosse entreprise au Québec. Fait qu'on peut-tu s'assurer d'avoir les bonnes personnes avec les bonnes compétences à la bonne place? On pourrait en parler longtemps de ça. Puis, tu sais, j'aime le côté... C'est la raison, on sortait un petit peu de notre cadre habituel en venant échanger avec toi, parce qu'on fait de l'entrepreneuriat à Intention Inc. Mais tu le dis, on oublie souvent, vous gérez des milliards de dollars auprès du gouvernement et il faut avoir une approche entrepreneuriale. Les entrepreneurs voient ça comme positif, mais il y a des gens, des fois, qui ont tendance à démoniser ce qu'est l'entrepreneuriat. Pourtant, c'est une réponse à des enjeux sociaux. Puis dans l'entrepreneuriat, il y a de l'efficacité, il y a de la créativité aussi, de voir les choses différemment. Il y a de la résilience. La résilience, donc... Tu te fais dire non, tu trouves une autre façon. Exactement. Donc, tu sais, cette approche-là, c'est sûr qu'il y a du positif à aller chercher. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui disent, parce que tu as un côté chiffre, un côté cartésien, mais ça semble t'avoir été reproché. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Bien, tu parlais de patates chaudes, là. Le dossier de l'habitation, c'est un dossier très humain, très émotif. Et avec raison, là, je veux dire. Tu as besoin d'un toit sur la tête et pour vivre, puis être bien, puis te développer. Puis il y a des gens il y a des gens qui vivent des drames là, en ce moment. Non, mais c'est ça. ça. Donc, alors moi, je l'ai approché de manière très en mode solution. Dans ma tête, je suis là pour trouver des solutions. Puis mon discours a été très axé sur les solutions. Puis qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Puis un des gros enjeux, c'est le mode de financement de tous ces projets-là. La rigueur aussi au niveau des coûts, des respects du budget. Puis donc, je l'ai approché très comptable, très solution. Puis qu'est-ce qu'on doit régler pour être ailleurs? Puis en fournir du logement, puis en fournir le plus grand nombre possible, le plus vite possible. Alors... Je comprends que quand tu as cette approche-là, toi, en bout de ligne, tu cherches des solutions, mais il y a des gens qui peuvent se sentir que comme c'est leur drame personnel, on a comme pas pris en considération leur drame personnel. Mais je te connais, je sais que toi, tu es là pour trouver des solutions puis aider en bout de ligne. Mais c'est sûr que le discours comptable, des fois, c'est difficile d'allier le discours comptable et le discours dire en même temps, il y a une crise qui est là, puis il y a énormément d'impact de cette crise-là. Mais toi, ton mandat, c'est de dire comment je m'assure qu'on puisse passer au travers de cette crise-là, puis qu'il y ait moins de gens qui sont impactés. Mais ça, c'est difficile. Non, puis... tu peux pas avoir le discours, ou tu peux avoir des discours, des fois, de politiciens que je trouve qui sont beaucoup dans la personne, mais en bout de ligne. Puis même, il y a des exemples qui viennent au fédéral, mais en bout de ligne, il n'y a pas beaucoup de résultats. Fait que, tu peux dire beaucoup de belles choses. Je pense qu'en politique, souvent, ça nous prend des résultats. Bien, c'est ça. Là. Moi, j'ai pas la langue de bois, comme tu le sais. Ça met dans l'eau chaude souvent. Je dis les choses telles qu'elles sont. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça. Ça a le mérite d'être vrai, d'être authentique, d'être clair. Puis, comme tu le mentionnais tantôt, ça allait bien, mes affaires. J'étais pas sous les feux de la rampe. Je suis venue en politique parce que je me disais que je pouvais faire une différence, puis je suis venue pour aider. Alors là, de dire que... C'est ça. Je suis là pour aider, à la base. Donc, moi, je pense que ça, c'est la prémisse de base. Après ça, je cherche des solutions. Donc, je suis très à l'aise que je suis là pour les bonnes raisons. Mais c'est normal, de toute façon, qu'en politique, c'est normal d'être challengé. Par contre... ça, c'est la démocratie. C'est la démocratie, puis c'est correct. Puis je pense que, comme tu dis, c'était une décision éclairée. Mais pour quelqu'un qui est de l'extérieur, qui regarde ça, il y avait du vitriol des fois. Surtout, moi, je te dirais que c'est mon côté femme que je trouvais... Tu sais, tu te poses toujours la question, si elle était une politicienne, un homme, est-ce qu'elle aurait ce niveau de critique-là? Je pense pas que je suis la seule à se poser cette question-là. Puis je dis pas qu'on ne doit pas challenger les politiciens. Je pense que, comme tu dis, c'est très sain de le faire au niveau démocratique. Mais tu sais, quand on commence à s'attaquer à leur habillement, est-ce que c'est constructif? Tu sais? Puis est-ce que les gars, ils se font critiquer pour leur habillement, leur coupe de cheveux, leur maquillage, pas maquillage? Tu sais, on dirait que le discours va pas là. Je sais que tu es une fille qui est solide, mais ça doit avoir fini par avoir un impact, toutes ces critiques-là. Puis on dirait que c'était comme, tu sais, c'était toujours, ça revenait, puis c'était pas une affaire, c'était un autre. Comment on fait? Même si tu étais préparée là, à te faire critiquer. Ouais, on n'est jamais préparé. Là, à un moment donné, c'est trop, là. Je pense la goutte... oui, le ça vase donnait cette impression-là. débordait, là.
je pense effectivement que ça n'ajoute rien au débat, là, de se prononcer sur les souliers de quelqu'un. Je pense que... Puis moi, je me suis jamais victimisée dans tout ça, là. Mais tout le monde autour de moi m'a dit, si tu n'étais pas une femme, on n'aurait pas entendu parler. Alors donc, il y a clairement quelque chose où il faut que notre société évolue, là. Oui, parce qu'on a de plus en plus de femmes en politique, puis les femmes, c'est ça, sont, tu sais, il n'y a pas une autre façon de faire. Il ne faut pas non plus se laisser arrêter par ça. Les gens critiquent, puis si c'est pas ça, ça va être autre chose. Mais clairement, je pense pas que je peux faire l'autruche ici, là. On me dit que, bon, parce que je suis une femme, ça a été ce que ça a été. Après ça, je pense que c'est ça. Il faut collectivement se questionner sur comment on veut élever le débat. Puis il y a plein d'autres gens dans ma situation, plein de gens qui pourraient dire « Hey, j'ai le goût d'y aller en politique. » Mais ça l'enlève le goût. Écoute, j'ai-tu besoin de ça, vraiment? Et c'est malheureux, mais donc, ça vient d'où? Ça vient des médias sociaux, ça vient de certains autres médias écrits. Il y a un impact à ce qui est véhiculé comme mode de pensée puis comme opinion, parce qu'à un moment donné, bien, on va récolter ce qu'on sème. Bien, c'est ça, on peut se questionner, parce que comme politicien, on veut les gens qui ont le plus grand compétence. C'est correct. Je suis pas sûre. Mais c'est ça. Mais moi, mettons, si tu me posais la question, quand je vois quelqu'un qui arrive dans un ministère, puis il y a vraiment des compétences qui le préparent à ça, je me dis, waouh, on est chanceux. Mais effectivement, quand j'ai vu les critiques auxquelles tu as fait face, je me suis dit, mon Dieu, moi, j'irai pas. Ou prends mon ancien collègue Pierre Fitzgibbon, la même chose. Puis c'est ça, il était là lui aussi pour changer les choses. Puis c'est 100% certain que tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde, mais personne ne peut pas dire que Pierre Fitzgibbon n'était pas quelqu'un d'action. Puis en fait... compétent. Donc, en bout de ligne, je pense que c'est ça qu'on veut comme politicien, mais si on perd les politiciens parce qu'il y a comme une forme de maltraitance, on oublie que derrière le politicien... C'est le bon mot, je pense. C'est parce que je me dis, derrière la personne, c'est une femme, c'est un homme, c'est une personne qui a une famille, puis même si psychologiquement, des fois, tu te dis, OK, je sais que je vais faire face à des critiques, il y a un niveau de critique qui dépasse le débat politique. Bien, il y a des critiques sur les idées, sur la façon d'aborder un dossier, c'est une chose. Mais après ça, quand on s'en va dans tout... Le personnel. Les spéculations sur... elle a pensé ci, elle a pensé ça, elle pense pas ci, elle pense pas ça. Je pense que... Comme tu dis, ça n'élève pas le débat. On veut pas... Un de mes collègues l'a dit en chambre il n'y a pas tellement longtemps. Il y a beaucoup d'opinions, il n'y a pas assez de faits dans les médias. Ça serait bien dit. Puis, tu sais, on peut être clair là-dessus, mais soyons vigilants. On ne veut pas que le débat se ramasse comme aux États-Unis, où est-ce que dans un débat, il y a les faits sont pas importants. Les faits sont pas vraiment importants et optionnels. Ouais. S'il vous plaît, Exactement. qui veut ça? Et qui est gagnant, surtout, là-dedans? Donc, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut... cette réflexion-là, elle devrait être amenée plus souvent dans la discussion publique. Puis, mais il demeure que moi, je me lève le matin, puis j'ai mon plan de match, je sais où on s'en va, on améliore les choses, les gens travaillent fort pour changer les choses. C'est gros, le gouvernement, comme je disais, c'est la plus grande entreprise. Il y a des raisons pour lesquelles les choses prennent du temps aussi, parce que c'est le chien de garde aussi, là. Tu peux pas arriver et dire, OK, la démocratie, demain, on fait ça comme ça. Bien, la démocratie, l'argent public, si on veut pas se retrouver comme dans d'autres pays que je nommerai pas, mais qui nous feraient peur sur le plan du respect des droits humains en particulier, bien, il faut que les choses se passent dans l'ordre. Ça peut pas aller aussi vite que dans une PME, je comprends. Mais on peut s'inspirer des PME. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même une perte d'efficacité qu'on doit dire qui peut être challengée au niveau gouvernemental. Souvent, les gens, des fois... C'est le juste équilibre entre aller vite puis le respect des étapes la bureaucratie qui est trop lourde, définitivement. Je te dirais qu'en deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on se parle de justement le lien avec l'entrepreneuriat, puis qu'est-ce que tu es en train de changer. Mais là, je ramène juste pour le plaisir, dans le sens que, encore sur toi,
comment ça ressemble à quoi ta semaine? Parce que je disais en début d'émission que tu es une femme qui a beaucoup d'énergie et je respecte les gens en politique parce que je pense qu'on sous-estime à quel point ça peut être exigeant. Toi, tu es une fille de Montréal, tu sièges à Québec 3 jours semaine. Je sais que tu profites des trajets pour travailler tout le long. Tu dois assister à des événements dans ton comté, tu dois rester proche des gens, tu dois assister à plusieurs événements en même temps que tu dois faire le travail de faire avancer les dossiers. Ça, c'est vrai pour mal pour tout le monde qui est ministre. Donc, ça ressemble à quoi? Mettons une semaine typique. Une semaine typique. Le lundi, en fait, partons, mardi au jeudi, c'est à Québec parce qu'on siège. Les semaines où on siège à l'Assemblée nationale, donc il y a 3 périodes de questions. Ça commence le mardi à 1h. C'est 2 heures, la période de questions, 2 heures. Mais le matin, on se prépare en vue de ça. Donc, trajet Montréal-Québec le mardi matin, puis retour à Montréal, dans mon cas, le jeudi en fin de journée. Donc, mardi, mercredi, jeudi, ça roule, là. C'est les périodes de questions. Si ton dossier est dans l'actualité, tu es constamment questionné en chambre. Ouais. Donc, avant d'aller en chambre, il y a des périodes où tu es pratiqué pour pouvoir répondre aux questions. Quels vont être les messages que tu veux passer? Alors, moi, là, les 3 premières sessions parlementaires, bien là, j'étais debout à chaque période de questions. Là. Donc, j'étais aux pratiques. Donc, là, je dirais cet automne, ça s'est un peu apaisé, puis on y reviendra. Donc, vraiment, à Québec, puis il y a les comités ministériels. Le mercredi, comité ministériel le mercredi matin, donc soit les dossiers économiques, soit les dossiers services aux citoyens. Puis après ça, à midi, de manière statutaire, ça ne change jamais, il y a le Conseil des ministres. Alors, ça fait des journées bien remplies. Puis nous, on a notre caucus de tous les députés de la CAQ le mercredi soir. Fait que les journées commencent à 7 h et se terminent à 8-9 h. Donc, c'est des bonnes journées quand on est à Québec. Puis lundi et ou vendredi, c'est en circonscription pour l'ensemble des députés. Quand tu es ministre, bien là, tu partages ton temps entre circonscription ou ton bureau ministériel pour des rencontres que tu dois faire à l'extérieur de Québec. Donc, puis tout ça, c'est les trajets. Là. Moi, ma circonscription est dans les Laurentides. Donc, c'est entre Montréal et les Laurentides. Ça tombe bien, je suis souvent là les fins de semaine. Oui, mais grandi là, tout de même, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, c'est vrai que dès que j'embarque dans l'auto, j'ouvre mon iPad, je lis. Ça permet d'avancer. Puis, il y a beaucoup d'activités dans la circonscription. Puis ça, pour moi, c'est le bout... tu sais, j'aime ça parce que tu rencontres les gens, ils font part de leurs problématiques, de leurs défis ou des bons coups, des mauvais coups, ce qu'ils pensent. Ça fait du bien. Souvent, ça fait du bien d'être en circonscription. Ouais, OK, ouais. Les gens, tu parles au vrai monde. Oui, c'est ça. Au vrai monde. Ça te ramène à pourquoi tu fais ça. Tu sors de la bulle. Vraiment, quand je dis... en comparaison de la bulle de Québec où on est rivé sur ce qu'on a dit, le mot de trop, le mot qu'on aurait dû dire, puis on sort de ça, puis le citoyen a une perspective qui est beaucoup plus... dans le fond, objective, je pense. Peut-être plus que qu'est-ce que même il est rapporté dans les médias, parce qu'il y a tout le lobbying qui est dans les médias qui va amener ça à un autre niveau. Il n'y a jamais personne qui lit sa revue de presse en habitation comme moi, là. Tu sais, la personne va attraper la nouvelle dans la presse ou dans le Journal de Montréal ou à la radio, mais elle n'aura pas l'ensemble. Non, c'est ça, Alors, donc, tout ce qui se passe. C'est pas une aussi grosse... des fois, il y a des éléments, c'est pas une aussi grosse bulle que ce que ça a l'air. Qu'est-ce que ça a l'air. Donc, c'est pour ça que ça fait du bien de revenir sur le plancher des vaches, de parler aux gens, de voir ce qui se passe, c'est quoi leur perspective. Puis là, ça te permet de relativiser aussi c'est ça, de reprendre ton souffle. Ouais. Francéline Duranceau, on s'en va à la pause. Et au retour, justement, on va parler de ce que tu es en train de faire en habitation puis de notre lien avec l'entrepreneuriat. On revient tout de suite. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM. Ici Sophia Zito et je suis en compagnie de la ministre responsable de l'habitation, Francéline Duranceau. Francéline, première partie, on a eu la chance de parler un peu plus. J'avais tellement d'autres questions, mais comme d'habitude,
quand c'est très intéressant, il manque de temps. Mais on voulait absolument aborder dans notre deuxième partie, justement, le côté entrepreneuriat du ministère de l'Habitation, puis peut-être de la politique. Puis aussi, c'est important qu'on discute de qu'est-ce que tu es en train de faire au niveau de l'habitation. C'est un sujet complexe, mais je pense que, comme tu l'as dit, tu es là pour trouver des solutions, changer des choses. Donc, en ce moment-là, je sais qu'entre autres, tu regardes l'aspect de partenariat privé et public. Ça, j'imagine que c'est une nouvelle façon de faire pour laquelle tu t'es fait peut-être critiquer. Parle-nous de... Je vais te laisser, tu es bien mieux placé que moi pour parler des initiatives que tu es en train de faire. Je pense que justement, il en manquait d'agilité entrepreneuriale, puis l'habitation, historiquement, c'était un secteur qui était financé seulement avec des subventions. Il y avait un programme du gouvernement qui subventionnait uniquement le milieu communautaire, donc les OBNL d'habitation, les coops d'habitation, les offices d'habitation. Donc, tous des gens qui identifiaient des projets dans les communautés puis qui disaient, bien, ce projet-là, on va aller chercher la subvention au gouvernement puis on va construire... C'était l'unique méthode de financement. Unique méthode dédiée à un groupe, le milieu communautaire de l'habitation. Ça a livré, ça a permis de livrer pendant des années, une trentaine d'années plus de 35 000 logements, mais avec une cadence, je dirais, de 1 500 unités par année. Puis là, dans les dernières années, le financement n'était peut-être pas toujours au rendez-vous. Il y avait peut-être des mauvais plis qui s'étaient pris pour différentes raisons dans l'écosystème. Puis là, bien, il n'y a plus grand-chose qui sortait. Il y a encore peut-être nos 1000 unités, mais la cadence, c'était long. Des fois, ça pouvait prendre 8-10 ans sortir un projet. C'était une moyenne qui était au-dessus de 4 ans. OK. Donc, beaucoup trop long pour les besoins. Là, on a une crise. Ça fait 35 ans qu'on fait la même chose. On a besoin de sortir du logement. Ça coûte toujours plus cher. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis qu'il fallait arriver avec des solutions, poser le diagnostic puis dire, là, c'est assez, il faut changer les choses. C'est ça, tu dis, il y a une crise. C'est le bon prétexte parce que ça permet de pouvoir brasser le cocotier, là, comme certains de mes collègues disent. Donc, moi, je pense que ça prenait... Donc, si on est dans un environnement où c'est un programme, une subvention, on fait la même chose depuis 35 ans, on ne change rien... c'est pas très entrepreneurial comme approche. Hein? Alors, moi, je suis arrivée, je dis là, il faut repenser les façons de faire. C'est plus vrai qu'il y a la meilleure façon de soutenir des projets, c'est la subvention. Premièrement, c'est une des façons, mais c'est celle qui coûte le plus cher. Pouvons-nous penser à d'autres partenariats financiers? Donc, ça avait été mis en place par ma collègue, des partenariats avec le Fonds de solidarité, avec Fonds d'action, avec Desjardins, qui amenaient de l'argent, qui amenaient des ressources pour nous aider à faire des projets. Donc, puis ça mettait un peu de compétition aussi. On est toujours avec eux, on est toujours dans des partenariats avec le milieu communautaire. Mais là, on a d'autres yeux. C'est en train d'amener, oui, c'est ça. D'autres yeux qui viennent dire, regarde, nous, on fait ça comme ça. Peut-être qu'on peut améliorer les choses. Puis après, bien, ce qu'on est venu ajouter, ou ce que moi, je suis venue ajouter, c'est des nouveaux partenariats, tu mentionnais, avec le privé, avec la philanthropie, justement. Mission Unité Aînée, ça, c'est avec Luc Maurice qui a construit plusieurs dizaines de milliers de résidences pour personnes âgées, Groupe Maurice, puis qui a dit à un moment donné, bien, moi, je veux aider, je veux contribuer à la crise, je vais mettre de l'argent personnellement à travers sa fondation, puis je vais te livrer 1000 unités, 10 immeubles dans 10 régions, à des coûts qu'on va vraiment contraindre, puis dans des délais garantis de 2 ans. Alors, comprends-tu? Donc, ça, c'était une autre façon de faire. Puis on a besoin du privé aussi. On a besoin du privé parce qu'il faut en livrer trop. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est trop une grosse crise. Puis le privé n'est pas habitué de travailler avec un modèle de subvention, puis un programme où tout est établi, puis il faut que tu coches chaque case. Alors, on a créé un autre programme, beaucoup plus souple, puis on continue de l'assouplir. Puis des fois, on fait un décret parce qu'on veut aider
différemment ou avec des paramètres financiers qui sont différents. Donc, je pense que c'était une approche entrepreneuriale, ça, de le penser différemment, mais toujours dans un mode, quand on me dit, ben écoute, on peut pas faire ça, je dis, écoutez, là, on a fait dévier une météorite il y a 2 ans. Ouais. Sûrement qu'on est capable de trouver une solution. Alors, un entrepreneur, puis là... Les entrepreneurs sont toujours en mode solution. Bien, c'est ça. C'est ce qu'il faut savoir, là, un entrepreneur, quand il voit un défi, quand il voit un problème, il ne voit pas un problème, il voit un défi, il trouve une solution. Sinon, tu perds ton entreprise. Donc, justement, en parlant de ça, c'est quoi les qualités que tu aimerais aller chercher au niveau entrepreneurial? En amenant des partenaires privés comme ça serait quoi les qualités que tu aimerais aller chercher? Parce qu'il y a des qualités du côté communautaire. On salue le travail qui est fait. Donc, en mariant les deux, j'imagine que tu vas chercher les forces des deux côtés. Mais du côté entrepreneur... En fait, entrepreneur, tu peux être un entrepreneur communautaire. Il y en a tellement plein. On a la chance d'en recevoir. En fait, c'est ça que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a certains groupes à but non lucratif, comme Utile, là, pour ne pas les nommer, qui font du logement étudiant, bien, eux, ils ont regardé le modèle, ils ont dit, sais-tu quoi? Ça marche plus ou moins. On peut l'améliorer. On peut l'améliorer, puis ils n'ont pas attendu que moi, j'arrive en poste pour améliorer les choses. Donc, ils ont été très, très... ils ont pris des initiatives. Ils ont été plein d'initiatives, très entrepreneuriales dans l'approche. Société de développement Angus, même chose. Ils ont fait des grandes choses ici, justement, au centre-ville, mais aussi... dans le coin Parc Angus. Exactement. Ouais. Donc, que ce soit des entreprises à but non lucratif ou à but lucratif, il y en a un volet entrepreneurial qui était présent. Mais là, c'est de venir mettre les bons outils à leur disposition pour venir... rehausser ou les appuyer dans leurs efforts entrepreneuriaux. Donc, Francéline, ce que tu remarques, c'est ça, il y a une volonté du côté des entrepreneurs à vouloir aussi participer à la crise. Puis c'est sûr que il y a une question, eux autres, c'est intéressant, ils peuvent travailler sur des gros dossiers, mais un entrepreneur bien établi, pour tous ceux qu'on a rencontrés, souvent, il y a un intérêt aussi d'amener les... Maintenant, l'entrepreneuriat, souvent, tu sais, tu veux améliorer les choses. Je pense qu'en général, je pense que ça transparaît là, dans les projets immobiliers. De toute façon, pour l'acceptabilité sociale, puis pour qu'un projet puisse plus rapidement franchir les étapes d'approbation puis d'obtention de permis, t'es obligé maintenant de considérer l'environnement. Puis considérer l'environnement de nos jours, ça veut aussi dire se questionner sur l'abordabilité de ce que tu vas offrir, puis est-ce qu'il y a des options. Il y a beaucoup de financement qui vient du fédéral qui requiert de l'abordabilité, puis les gens s'en servent, donc le prennent en considération. Et c'est ça. Puis là, on parle d'entrepreneurs privés qui n'avaient jamais ça nécessairement en tête avant, puis qui, là, rentrent ça dans leur modèle de faire aussi. Modèle d'analyse. Pourquoi, Francéline Sanso, tu penses qu'il y a eu de la résistance autant dans vouloir changer les choses? Parce que même quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'affût en détail de ton dossier va savoir que ça a rué dans les brancards, comme on dit. Hein? Bien, je pense que c'est ça. C'est que c'était la même façon de faire depuis 35 ans, un monopole de subventions du côté communautaire qui, encore une fois, nous a bien servi, mais qui n'était plus la bonne façon de faire dans le contexte actuel. Depuis une dizaine d'années, c'était plus la bonne façon de faire. Et, bien, j'ai osé, c'est moi qui le dis, là, mais j'ai osé dire, ça ne fonctionne plus. C'est plus de ça qu'on a besoin. Ou ce n'est plus que de ce modèle-là dont on a besoin. Il faut penser en dehors de la boîte. Puis il y a des gens, puis faire les choses différemment. Puis il y a des gens qui se sont braqués. Puis il y en a qui sont plus résistants au changement. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance. Mais là, je pense qu'après 2 ans, puis avec toutes les étapes mises de l'avant, donc les nouveaux partenariats, les gens qui avaient des projets qui étaient bloqués depuis 6, 7, 8 ans, qui voient que ça débloque, ils disent ils peuvent pas critiquer. Là. Parce que là, enfin, ça débloque. Ça débloque. Donc, force est d'admettre que la ministre, elle s'en occupe. Donc, je pense que là, il y a plusieurs gestes qui ont été posés qui démontrent qu'on sait où on s'en va, qu'il y avait nécessité de changer. Puis, il y a un besoin de ressources financières, mais il y a un besoin de main-d'œuvre aussi, puis de professionnalisation aussi dans l'écosystème. Fait que là, c'est tout ça que vous êtes allé chercher. Là, donc,
là, tu remarques, tu sembles dire que là, finalement, après 2 ans, la résistance se fait moindre. Qu'est-ce que tu vois qui avance? Puis en bout de ligne, là, aussi, ultimement, ça serait quoi, là, ton désir? De dire, bon, on a fait tout ça, là. Toi, tu es justement, t'aimes ça, les choses que tu peux mesurer, là. Ça serait quoi, ultimement? Bien, ultimement, c'est qu'il y a différents modèles de financement du logement au Québec. Donc, on se rappelle, on part de la subvention qui est versée par le gouvernement, puis c'est l'unique façon de faire. Bien, l'immobilier, c'est comme n'importe quelle entreprise, n'importe quel secteur manufacturier, il y a moyen de financer ça différemment. Il y a moyen de faire des prêts, il y a moyen de prendre des prises de participation selon les projets. Donc, ça n'a jamais été regardé par le gouvernement du Québec comme un secteur d'activité que tu pouvais financer comme une entreprise. Oui, on voit aussi des RPA, beaucoup des partenaires, tu sais, des fois que ça va être exploité, comme tu disais, tu sais, en partenariat. Il y a quelqu'un qui construit, mais là, après ça, c'est exploité, mais eux autres, ils gardent une marge dedans. Mais c'est sûr qu'un constructeur, il va vouloir que son projet soit profitable, mais abordable et fonctionnel. Tu sais, ils veulent que toutes les cases soient cochées. Puis, j'aime le terme que tu as amené, agilité entrepreneuriale, parce que c'est ce que les entrepreneurs sont habitués à. L'agilité dans les moyens de financement, puis de l'agilité sont là ouverts dans le type de partenariat qu'on peut faire. De l'agilité aussi au niveau des administrations municipales. On a donné des pouvoirs spéciaux pour permettre aux villes d'aller plus vite. Qu'un terrain change de zonage, exemple, pour pouvoir construire. En fait, c'est qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup parler du pas dans ma cour. Là. Oui. Bon, puis c'est important d'écouter, puis qu'il y a des consultations, mais il faut trancher à un moment donné aussi. Il faut qu'il y en a des logements. On a donné des outils aux villes pour pouvoir trancher, pour accélérer l'émission de permis quand elles considèrent que des unités devraient être bâties, puis que malgré l'opposition de quelques citoyens. Là. Parce que collectivement, on a besoin. On en a besoin. On a besoin, on construit des infrastructures comme le REM. On a besoin qu'ils se construisent des logements autour du REM. Là. C'est ça que... Donc, moi, ce que je veux laisser, c'est des nouveaux partenariats, des nouveaux outils financiers. Puis tout ça, ça donne plus d'agilité. Ça va permettre... On aime beaucoup se comparer, ou en tout cas, là, les médias l'ont beaucoup fait, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe en France. Bien, en France puis en Autriche, ça fait plus... La crise a commencé avant. Oui, mais ça fait plus de 50, 100 ans là, qu'on finance le logement avec des outils financiers différents qui ne sont pas que des subventions de l'État. Donc, on a mis en place un modèle qui est beaucoup plus pérenne que ce qu'on a au Québec, moins tributaire du prochain budget, toujours. Alors, il faut se structurer pour être plus organisé ici aussi. Je pense que ça va profiter à tout le monde. Alors, c'est ce discours-là, je pense, qui n'a jamais été présent et qui, je pense... Puis à la défense du côté comptable, je sais que les comptables, souvent, ils ont mauvaise presse partout parce qu'ils vont regarder les chiffres, ils vont dire où on doit couper. Mais en bout de ligne, c'est notre argent. C'est nos impôts qui financent. Si quelque chose est mieux géré, je sais que souvent, on entend des termes, il y a une frustration d'avoir l'impression que notre argent n'est pas utilisé à son maximum, nos impôts, le gaspillage. Donc, d'avoir une approche comptable à dire, peut-être qu'on peut utiliser mieux l'argent. Peut-être que notre dollar peut en faire plus. Moi, je ne vois pas vraiment, on m'appellera peut-être biaisé, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à perdre comme citoyen en bout de ligne si chaque dollar est mieux utilisé. Bien, c'est ça une approche comptable, dans le fond. Bien, c'est une approche... En fait, une approche comptable qui serait pas positive, c'est de pas prendre en considération d'autres facteurs qui sont plus intangibles. Le facteur humain, comme les gens qui ont besoin de se loger. Mais à la base, en habitation, on n'avait jamais posé de questions sur les coûts. Puis quand je dis qu'il y avait des mauvais plis qui s'étaient peut-être pris, bien, j'ai osé aussi questionner les coûts de construction. Puis mon but, c'est qu'on en fasse le plus possible avec l'enveloppe disponible. Donc, oui, il faut réduire le coût par unité à certains égards pour être capable de faire le plus d'unités possible. Alors, c'est une approche comptable, c'est une approche chiffrée, mais ultimement, c'est pour aider le plus de monde possible. Ouais. Si on met tout sur un seul projet, on ne sera pas plus avancé. Là. Mais c'est un enjeu difficile de toute façon parce que, comme on dit, au bout,
si on le résume, c'est qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de toit, d'avoir l'inquiétude. Donc, ça ne se chiffre pas. Puis ça, je pense que il y a personne, on n'est pas capable de le chiffrer. De l'autre côté, bien, tu as malheureusement des contraintes réelles d'argent, de temps, de budget pour pouvoir construire les logements. Tu sais, c'est comme, tu as deux situations qui, en bout de ligne, qui sont comme mutuellement exclusives, mais il faut que tu les ramènes ensemble puis que ça fonctionne. Bien, être rigoureux, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur pour les gens qui sont dans le besoin. Non. Au contraire, c'est de faire le plus possible, le mieux possible avec l'enveloppe disponible. Alors moi, je pense que, c'est pas mutuellement exclusif. Là. Non, c'est ça. Je pense que ça le paraît au départ, mais il faut trouver la façon que ça devienne, que ça fonctionne ensemble. Pas à mes yeux. Bien, je suis contente que tu le vois comme ça, parce qu'au début, tu sais, je me disais, c'est difficile. Dans tes souliers, je me demande comment tu sais ça. On essaie de faire tout arriver, mais tu as quand même une enveloppe limitée avec des délais. Avec des contraintes, avec comme des contraintes, tout entrepreneur, justement. Effectivement. Mais justement, c'est là que le côté entrepreneur vient puis le côté entrepreneur, moi, je pense que dans mon travail au quotidien, là, je pense que les gens qui je travaille le diraient, bien, je le fais vivre parce que rarement j'accepte non comme réponse. Mais c'est ça, comment ton côté d'affaires t'a préparé à ça? Ça, c'en est un. C'est justement de voir, dire, OK, j'accepte pas non, il y a toujours des solutions. Ça, c'en est un. Tu sais, toi, t'es arrivé là avec ton chapeau d'affaires, là. Oui, bien, c'est ça. Alors, tu sais, c'est de pousser, puis c'est de pousser constamment tes dossiers. Tu sais, en immobilier, c'est beaucoup ça, là, quand tu fais des transactions, puis tu agis comme courtier. Puis ça se travaille sur des années, des grosses transactions. Souvent, oui, effectivement. Mais il faut que tu suives ton dossier, il faut que tu le pousses, il faut que tu fasses en sorte que les choses vont toutes tomber à la bonne place. C'est un peu la même chose. Des fois, c'est décourageant, probablement, comme en entreprise, à certains moments, quand tu trouves que ça ne va pas assez vite. Là. Moi, c'est l'impatience de tous les jours. de l'entrepreneur aussi. Moi, j'ai été peut-être plus intrapreneuse, là, dans différentes entreprises où j'ai changé les choses à l'intérieur d'un cadre qui était plus corporatif. Mais non, toujours améliorer les affaires puis penser à faire autrement. Puis, encore une fois, c'est pas vrai là, que si on peut dévier une météorite, on peut pas régler ces petits enjeux-là. Bien, c'est évident, mais c'est quoi d'abord quand tu regardes le temps qui t'est donné, là? Les partenaires idéal, si tu avais un appel là, à faire aux gens qui nous écoutent ou aux entrepreneurs, ce serait quoi les partenaires que tu recherches idéalement? Qui venaient travailler dans cette crise-là? Bien, les partenaires qu'on recherche, c'est des gens, bien évidemment, qui ont de l'expérience en ce moment, qui en ont livré du logement puis qui peuvent en livrer. Qui ont une bonne tête financière, parce que tout est dans le montage financier en immobilier. Donc, ils ont une bonne tête financière, puis qui peuvent nous proposer justement des partenariats qu'on n'aurait pas fait dans le passé, mais là, on veut se donner les outils, puis on est ouvert à ça. Des gens partout au Québec aussi. Parce que les besoins en logement, c'est pas juste à Montréal. À Montréal, il y a une pression qui est particulière compte tenu là, de l'immigration, entre autres. Mais on a besoin il y a eu beaucoup de migration vers les régions suite à la pandémie. Oui, et il y a des besoins de logement partout. Donc, ça nous prend des entrepreneurs de partout qui sont prêts à construire. Puis, les municipalités la voient, la problématique aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler, justement, aux élus locaux pour voir comment ils peuvent contribuer. Je sais là, qu'avec les années, on s'est beaucoup distancé, élus versus entrepreneurs, surtout dans le domaine de la construction, là, pour avoir connu la commission Charbonneau. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui sont ouverts à écouter, comprendre les problématiques, puis surtout voir du logement se construire. Donc il y a un désir comme de rapprochement de ce côté-là pour ce qui concerne l'habitation. Un désir de rapprochement avec les entrepreneurs qui peuvent faire partie de la solution aussi. Tout à fait. Puis seul ou en partenariat avec des organismes locaux, quand tu parles de construire pour des clientèles vulnérables, souvent, c'est pas le rôle de l'entrepreneur peut construire, mais après, la gestion de ces édifices-là,
avec des clientèles qui ont des besoins particuliers. C'est là que le partenariat l'OBNL aussi, exactement. qui va venir. Mais tu sais, chacun sa spécialité. Oui. Celui qui construit, sait construire, va faire ça dans les temps, les délais. Puis celui qui est habitué de s'occuper des gens, bien, va continuer de s'occuper des gens. Fait que tu vas chercher le meilleur des deux côtés. Exactement. Franceline, un autre, aux entrepreneurs qui nous écoutent, là, puis qu'il y en a qui penseraient de faire le saut, aux gens d'affaires, faire le saut en politique, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais? C'est difficile. Non, mais ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine. Moi, je ne regrette pas, là. Après 2 ans, je sais que j'ai changé beaucoup de façons de faire. Là, on n'a pas encore récolté tous les fruits, mais c'est vraiment... Toi, étant sur le terrain, c'est que tu le vois, c'est ça? Moi, sur le terrain, puis à mon bureau, là, je le vois mais en étant je le vois qu'il y a des choses qui changent. Donc, non, je pense qu'au contraire, ça fait du bien d'avoir des entrepreneurs parce que c'est une autre façon de penser. Puis je me considère comme une entrepreneur. Là, oui, c'est ça. Parce que on arrive avec une approche où on veut un peu casser toutes les moules parce qu'on veut toujours une solution, puis on veut aller plus vite, puis on veut faire différemment, puis on pense à telle autre façon, telle autre situation où on a finalement trouvé une avenue qui était porteuse. Ça n'en prend plus. Historiquement, c'était pas ça, là, les élus. Beaucoup des hommes de loi. De politiciens de carrière. Oui, c'est ça qui sortait de droit. Puis exactement. Bien, c'est une autre approche. C'est très juridique. Ça ne veut pas dire que ce pas des gens qui cassent les moules. Non. Mais une approche entrepreneuriale, c'est vigoureux. Oui. Bien, nous, on est biaisés à Intention Inc. parce qu'on a la chance d'échanger avec des entrepreneurs. Je dirais aux gens, c'est sûr que ça va être tough. Il y a un filtre médiatique avec lequel tu dois vivre. C'est sûr qu'il va y avoir des moments tough. Puis on en vit tous. Là. Un de mes collègues ministres, quand ça brassait plus pour moi, il dit, écoute, on a tous vécu, on s'en sort tous. Okay. Donc, malgré tout, tu dirais aux gens, ça vaut la peine. Bien, ça vaut la peine. Sans accomplissement de... Oui, mais sinon aussi, tu laisses ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis là, bien... Ça vient d'un point aussi. Les entrepreneurs, souvent, ce qu'on a entendu à notre micro, c'est qu'ils vont en entrepreneuriat pour avoir la chance de réaliser leur vision. Fait que ce que j'entends, ce que tu dis, c'est qu'en politique aussi, c'est au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fait, tu vas le faire, puis tu peux aussi mettre un peu de ton grain de sel dans la vision. C'est ça. Il faut s'armer de patience et de détermination. Ça, tu dis pour les autres ou pour toi? Oui, les deux. Mais effectivement, je pense que comprendre l'État aussi, avoir la vue 360, parce que je réalise tout à fait, les gens t'abordent, puis ben là, moi, je ferais telle affaire en santé, je ferais telle affaire en éducation. Oui, mais... Une fois que tu es là, c'est pas si facile. Sais-tu, il y a ça et ça qu'il faut prendre en compte. Fait que c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Alors, ça te donne la vision, ça te donne beaucoup plus de perspective sur les choses. J'avoue que probablement que quand tu n'es pas dedans, tu la vois pas. Tu vois juste comme... tu vois ta solution que tu veux proposer puis qui est la meilleure au monde, mais il manque quelques éléments. Franceline, avec le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, y a-t-il des choses que tu changerais? Dans mon parcours? Comme en politique, tu peux me répondre même pour ton parcours avant. Si c'était à refaire, y a-t-il des choses que tu fais, puis c'est pour lesquelles tu es très contente? Je suis contente. Je referais rien. Je pense qu'en développement immobilier, peut-être j'aurais pu être plus patiente, puis ça aurait... La patience. La patience, je pense, c'est ça l'enjeu, là. Oui. La patience. Donc, j'ai appris. C'est pas fini, là. J'aime ça, le secteur de l'immobilier. Pas fini pour moi. Mais il faut, c'est ça, des choses qui sont plus longues par définition. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Là, tu nous ouvres la porte dans le sens que là, tu ne penses pas tu te vois faire un après la politique. Oui, je sais pas c'est quand le après. Ça, j'ai pas pris de décision à cet égard-là. Là, je suis à la moitié. Là, je suis à mi-mandat. Donc, puis il reste encore 2 ans, beaucoup de choses à faire. Mais oui, là, je suis encore jeune. Toi, je peux faire une autre carrière après. Ça. Mais sans doute, c'est ça. Trop tôt pour me prononcer. Le secteur de l'immobilier, je pense que c'est vraiment là ta place. Donc, tu es allé chercher... Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu es allé chercher l'expérience avant, puis là, tout ça t'a amené, dans le fond, à avoir les bons outils pour faire ce que tu fais en ce moment. Oui, je pense que oui. Ça, dans l'immobilier, tu es directement à la bonne place. Il faut que tu comprennes l'écosystème privé. Là, maintenant, je connais mieux, évidemment, celui qui est communautaire et public.
Puis le développement de nos villes... c'est ça, c'est palpitant, là, ça. C'est palpitant dans le sens de le développement de nos villes? Bien, ça va influencer, ça influence comment... ça influence quelles entreprises vont venir ici, ça influence qui va habiter ici, ça influence comment l'environnement va se développer. Puis là, maintenant que j'ai tout les ramifications tu vois beaucoup gouvernementales, bien, je vois ce à quoi il faut penser aussi. Donc, ça prend du développement très stratégique. C'est ça. Dans ton rôle, il y a une crise à régler là, mais il y a aussi tout le côté stratégie parce que, comme tu dis, ça va avoir un impact sur le moyen long terme. Oui. C'est beaucoup le rôle de nos municipalités là, de faire ça au Québec. Là, de là qu'il y a un rapprochement. Il y a une autonomie municipale, mais je pense que le privé et le public et communautaire jouent un rôle important là-dedans. Là. Que tout le monde soit autour de la table. Tout le monde va être autour de la table. Ouais. On approche de la fin, France-Hélène. Quel mot de sagesse aimerais-tu partager? Ça serait quoi? c'est notre portion philosophique. Ah oui, hein? Oui. Moi qui est dans l'action. Je sais, je vois que quand tu es en action, puis là, je te demande un moment d'arrêt, comme on dit en anglais, on the spot. On the spot. Bien, je pense que je reviens avec ma patience. Patience, pas tout le monde qui est au même rythme non plus. Puis des fois, on mérite d'écouter... Ça serait les mots de sagesse, de développer. Je sympathise, je ne suis pas connue pour quelqu'un de patient. Je pense que les gens qu'on aime l'action, c'est ça. Tout en demeurant dans l'action, il faut savoir quand être patient, je pense. Des fois, on l'apprend. Écouter. Oui. Fait que là, on est un peu mal pris avec ça, mais il demeure que ça porte fruit. Ça serait tes mots de sagesse, puis ce à quoi tu tends. Puis pour les gens qui sont... qui ont entendu l'appel également, bien, les entrepreneurs, on cherche les gens qui veulent changer les choses de façon positive, pensent avoir des bonnes solutions. Je pense qu'il faut que tout le monde fasse partie de la solution, puis que tout le monde, j'ai aimé au début quand tu as dit qu'on donne à la hauteur de ce qu'on est capable à la société. Dans un sens, quand on fait le choix d'aller en politique, il y a un peu beaucoup de ça aussi, qu'on doit peut-être... Ouais, je me permets de le redire. Ouais, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Puis je pense qu'il faut continuer d'être impliqué chacun à notre façon, localement, dans notre ville, peu importe, pour changer les choses. Puis si tout le monde y met du sien, mais ça va. C'est un peu philosophique, mais c'est vrai. Si tout le monde y met du sien, ça améliore je vois pas comment ça notre sort collectivement. Je vois pas comment ça le ferait pas. France-Hélène Duranceau, c'est déjà terminé pour nous. Et un grand merci d'avoir pris du temps dans ton horaire très occupé de venir échanger. D'avoir pris tout ce temps avec moi. J'en aurais pris plus. Alors, France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'habitation, un grand merci. Merci à Gilles Lamarche qui est à la mise en onde. Merci à Sophie à la technique et merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque semaine pour venir rencontrer les secrets des personnes d'exception qu'on a la chance de recevoir à Intention Inc. Nos émissions sont disponibles en balado sur les plateformes YouTube, Spotify et Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous jeudi midi prochain pour une nouvelle rencontre. Ciao!